Donc on va parler un petit peu d'accessibilité sur mobile et surtout sur les plateformes iOS, mais aussi watchOS, tvOS, macOS, parce que c'est à peu près les mêmes choses de partout. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? C'est un mot horrible à dire. Les outils qu'on a dans les plateformes pour travailler avec ça, et surtout comment on va coder ça à la fin dans nos applis. Alors l'accessibilité, c'est essentiellement l'adaptation pour les personnes handicapées des outils numériques. Donc c'est surtout ça qui va nous intéresser. On parle surtout de sites web, mais ça concerne beaucoup les sites mobiles. Donc il faut penser que le mobile, c'est en train de remplacer tout ce qui est desktop à grande vitesse, et ça concerne donc toutes les personnes qui ont des handicaps quelconques. Donc il faut penser à ça, et ça passe par le développement d'outils spécifiques. Alors quels sont les publics concernés? On a 3 familles d'handicap. On a tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est moteur et tout ce qui est cognitif. Alors on pense souvent aux problèmes sensoriels, les aveugles, les gens qui voient mal. En fait, c'est pas uniquement ça, il y a aussi tout ce qui est moteur et avec les interfaces tactiles. C'est pas toujours évident de manipuler un écran. Et les problèmes cognitifs, c'est un peu plus subtil. Là, c'est les problèmes de mémoire à long terme, court terme. Enfin, les gens qui ont un peu du mal parce qu'il y a un modèle qui vient cacher le contenu, ils ne savent plus ce qu'il faut remplir. Voilà, ce genre de problème. Alors donc on a tous ces problèmes-là. Tout ce qui est sensoriel, c'est donc les problèmes de vue, les daltonismes. Pensez à vos couleurs quand vous faites vos applis ou proposez des thèmes pour adapter le contenu. Et vous avez aussi les gens qui ont des équipements auditifs. Souvent, ils utilisent l'audio en mono. Donc si vous avez une ambiance sonore, pensez à gérer aussi du mono si c'est possible, même si le système permet quand même de le gérer nativement. Tout ce qui est moteur, c'est le mouvement et l'élocution. L'élocution, c'est un peu moins important, c'est pas fréquent d'avoir des applis pilotées à la voix, mais bon, pensez à une solution alternative si c'est un besoin que vous avez. Tout ce qui est cognitif, c'est la mémoire, problème de concentration et la dyslexie. Attention aux polices de caractère que vous utilisez. Pourquoi faire de l'accessibilité? Parce qu'accessibilité, on parle handicap, on pense tout de suite à minorité. Pas vraiment. L'handicap, ça va couvrir différents publics. Et vous allez cibler autant les seniors, qui ont des problèmes de vue, les vraies personnes handicapées qui ont un handicap physique, les enfants. Vous avez vraiment une large gamme de population. Rien que pour le daltonisme, la population, c'est entre 8 et 10% de la population. Donc rien que cette population-là, c'est déjà une part non négligeable. Les populations handicapées, elles ont aussi des associations, des communautés. Ils sont un peu actifs et de temps en temps, ils font un peu soit la promo d'une appli, soit au contraire la contre-promo d'une appli qui n'est pas accessible. Il y a un podcast là, qui récemment s'est mis à faire la description des applis, un peu le Hall of Shame des applis, et ils ont commencé à tacler Molotov, qui n'est pas très réactif sur le sujet, et Orange Bank. Donc ça fait un peu bouger la situation et ça fait avancer. Vous avez aussi les obligations légales. De plus en plus, la loi impose d'avoir des solutions accessibles. Alors c'est beaucoup sur le web, mais c'est aussi les logiciels, c'est tous les marchés publics en Europe, en France, les sites de réservation aérienne, n'est-ce pas? Tout ce qui est États-Unis, Australie, là, vous devez avoir un site accessible. Et surtout, pour nous, ça va vous permettre de faire des tests automatiques sur l'interface. Donc si votre appli est accessible, vous allez pouvoir automatiser son drive par un test unitaire d'interface. Donc ça, c'est vraiment de l'engineering. Hop, suivante. Donc quels outils on a à notre disposition? Alors est-ce qu'on a une sortie son? On va voir ça tout de suite. Le premier outil, c'est VoiceOver. Alors ça, c'est pour les personnes aveugles. C'est le lecteur d'écran. C'est-à-dire que une personne aveugle ne va pas allumer son écran, elle va garder l'écran noir et elle va avoir un outil qui va lui lire ce qui est présenté à l'écran en utilisant des gestes pour naviguer dans la page, enfin dans l'écran, accéder au centre de contrôle. Donc ça, c'est un ensemble de gestes. Ça fonctionne comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va s'activer. VoiceOver activé. Voilà. Réglage. Ça se présente comme ça. Bouton de retour. Donc une fois que c'est activé, il se met vraiment à lire l'écran et on peut naviguer. Élément de centre de contrôle. VoiceOver. Illustration d'album. 220. Executive Box Launch. Voilà. Bouton. Accidental Tech. 4 mai de position de la piste. Et là, on peut aussi jouer avec les widgets, évidemment. Bon, ça, c'est pour le principe de base. Moi, je vous encourage à essayer vos applis favorites avec VoiceOver.
pas forcément en cachant l'écran, mais faites-le pour vous torturer un peu et vous verrez que des fois vous êtes un peu surpris. L'autre fonctionnalité, c'est les polices dynamiques. Ça, c'est un réglage utilisateur aussi. Les personnes qui ont une mauvaise vue vont vouloir grossir les caractères. Le système permet ça de façon très simple. Et il faut que vos applications le gèrent. Donc pareil, réglage d'accessibilité, vous changez la taille de la police avec un petit curseur et les applications vont réagir en temps réel, normalement. Donc si vous utilisez UIKit de base, normalement, c'est assez bien pris en charge avec les tailles de police standard. Je ne sais pas si la vidéo est peut-être un peu longue. Il n'y a pas beaucoup d'applis qui le prennent en charge. Dès qu'il y a des polices custom, c'est très vite zappé. C'est un peu dommage. Bon là, c'est pas super visible, mais la taille des caractères bouge un petit peu. Par contre, en bas, ça ne change pas. L'agenda, Tweetbot, ça gère plutôt bien la taille de caractères. Vous voyez, c'est un petit peu plus gros que la taille normale. Bon, ça, je ne vais pas aller jusqu'à la fin. L'autre solution, c'est Assistive Touch. Alors là, c'est pour plus les problèmes moteurs. Ça vous permet d'avoir un menu sur l'écran qui va vous permettre de simuler des actions, soit le bouton physique, soit des gestes spécifiques. Alors il y a des fonctions de base, mais vous pouvez aussi personnaliser le menu. Donc même chose, ça s'active dans les réglages. Et une fois que vous activez ça, vous allez avoir un bouton virtuel qui apparaît. Donc souvent, il y a des gens qui font ça pour réparer le bouton physique qui est cassé. Mais les personnes handicapées utilisent ça pour faire des gestes qu'ils ne sont pas capables de faire, comme le pinch, le swipe, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des choses utiles. Et pensez que c'est personnalisable. Alors, l'idée derrière, c'est que si vous faites une appli avec des gestes un peu trop custom, ça va obliger à gérer ça dans ce menu-là. Ce n'est pas forcément évident pour les personnes de configurer tous les gestes perso. Donc, essayez de rester sur les trucs les plus standards possibles. Alors, le gros du morceau, comment on met tout ça dans Xcode. Alors, j'ai un petit exemple assez simple. C'est une petite application de réservation pour un café. Donc, il y a 3 parties. Il y a la liste des boissons, une liste de pâtisseries et puis l'achat de la finalisation de commande. Le projet est sur GitHub. Vous aurez l'URL après. Alors, comment ça marche? Si on ne fait rien du tout, j'ai juste pris mon Xcode, j'ai construit l'interface en dur, et puis ça lit ça comme ça. Java, votre café en tête, votre café en tête. Voilà, ça a l'air d'aller. Et quand on commence à naviguer, c'est là où ça se dégrade un petit peu. 2,00 symbole de l'euro. Voilà, il lit ça avant, et après il lit le bouton. Ça fait un peu bizarre. Donc là, il y a quelque chose à faire. Café américain, sélectionné. 4,20 symboles de l'euro. Plaisir gourmand, en tête, confirmé. Hop. Plaisir gourmand, coquille chocolat, 0. Champ de tête, increment, bout, increment. Muffin chocolat, Là, confirmé. l'image, elle est totalement invisible. Il y a une photo pour la personne voyante, mais une personne aveugle, elle ne voit rien. Donc ça, c'est un problème. Et là, bon, c'est peut-être un peu petit. Sur la même ligne, c'est peut-être pas facile à manipuler d'une main. On va passer. Donc, les 3 choses sur lesquelles vous pouvez commencer à travailler, c'est vous assurer que les zones tactiles sont assez grosses. C'est le minimum. Rajouter une description sur tout ce qui est photo, si ça a du sens. Et assurez-vous que l'ordre de lecture de vos éléments ou vos widgets custom, il est correct, enfin qu'il a un sens. Alors, pour la zone tactile, c'est super connu, mais bon, ça fait pas de mal de le rappeler. C'est en gros 44 points, 44 points logiques. Donc, suivant le type d'écran, ça sera un peu plus, ça sera différent. Et si vous restez là-dessus, c'est pas mal. Moi, ce que j'essaye de faire souvent, c'est que si j'ai une image qui est un peu plus petite que cette zone-là, je rajoute du padding autour du bouton pour essayer d'avoir une zone tactile, même si ce n'est pas visible, c'est quand même sensible autour. Donc les erreurs de toucher, quand vous êtes dans le bus, ce n'est pas toujours évident de viser le bon endroit. Donc essayez de penser à faire des choses le plus gros possible. La description des images. Alors ça, c'est facile, ça se fait dans Xcode. Alors ça, dans Xcode, vous avez une image. Vous la sélectionnez. Dans la palette de droite, vous allez retrouver les propriétés d'accessibilité. Donc vous pouvez activer ou désactiver l'accessibilité et vous devez renseigner au moins le label et si possible la description complémentaire qui ne sera pas lue instantanément. C'est si on reste un petit peu sur l'élément, au bout de, je sais pas, une seconde et demie, hop, il commence à lire la suite.
Et puis dessous, vous avez un identifiant. Ça, c'est un identifiant unique qui permet de retrouver les éléments de façon programmatique. On verra ça à la fin. Pour l'ordre de lecture. Alors, on a donc une cellule de tableau, un table view cell. J'ai un bouton et un label. Évidemment, c'est lui qui est lu en premier. Moi, je voudrais que ce soit lui et lui. Donc, la façon de manipuler ça, le plus facile, c'est d'utiliser les tags. Donc, le tag, c'est cette propriété-là. C'est un chiffre qui identifie un élément dans votre vue. Donc là, j'ai mis le tag 1 et le tag 2 pour celui-là, pour correspondre à l'ordre. Et à partir de là, je vais devoir implémenter une sous-classe de TableViewCell avec une surcharge de propriétés qui va donner l'ordre de lecture à utiliser. Donc, c'est du Swift, la classe de base, ma classe perso, la surcharge de propriétés et la liste des vues dans l'ordre de lecture que je veux, qui est retournée sous forme d'un tableau. Donc ça, c'est pas très compliqué à coder. Et à la fin, il suffit de dire que vous utilisez votre classe perso sur le TableViewCell pour que ça soit pris en compte à l'exécution. Ça, c'est du b.a.-ba de base. Petite démo. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a fait ces quelques modifs? Plaisir gourmand. En tête. Plaisir gourmand. Remonter. Café. Voilà. En tête. Café expresso. Bouton. 2,0. Café Amérique. 3,005. Et là, l'ordre de lecture est correct. Maintenant, on a les choses dans l'ordre qu'on voulait. Cappuccino. Bouton. Sélectionné. 4, plaisir gourmand. Coquille chocolat. Photographie. Image. Délicieux coquille. Et voilà. moelleux. Et là, on a la description. Chocolat noir. Donc là, on a un niveau de fonctionnalité équivalent entre les personnes aveugles et les personnes normales. 3,50 symboles de l'euro. Et après, si on descend un petit peu, 0. Photographie. Image. trop long, Muffin frais à la vanille et aux pépites de chocolat fondant. ça va me donner faim. Increment. 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 Voilà. Symbole de 7 € Les deux 70 boutons, centimes. je les ai passés l'un sur l'autre pour que ça soit utilisable d'une seule main sans trop hésiter. Donc là, il y a un peu plus d'espace et les boutons, il y a un peu plus de padding autour. Alors la partie test automatique, ça c'est la partie la plus utile pour nous. Comment ça fonctionne? C'est très facile. Soit vous écrivez du code parce que vous connaissez bien les API, soit vous faites un peu le feignant et vous vous entraînez et vous utilisez la fonction de record d'Xcode. Alors pour utiliser la fonction de record, c'est super simple. Ça marche comme ça. Vous créez votre test unitaire avec les templates d'Xcode. Vous allez dans la fonction de test. Peut-être lancer la lecture. Voilà. Voilà. Vous allez dans la fonction de test, vous cliquez sur Record. Ça va lancer l'application dans le simulateur ou sur le device. Et l'application se lance. Là, il suffit d'aller faire les interactions qu'on veut enregistrer dans l'application. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, dans la fonction de test, il va enregistrer les actions qui correspondent aux API d'accessibilité et de test pour valider, dérouler le même scénario que ce que vous faites à la main. Quelques sélections basiques. Hop, on change d'onglet. Vous voyez, là, vous avez les requêtes correspondantes qui se passent à côté. Quand c'est fini, on arrête. Et on a un scénario qui est prêt à être utilisé. Alors prêt presque, parce que vous voyez, on utilise les labels visuels des boutons et des éléments. Si vous travaillez avec une appli localisée, ça ne va pas être possible. C'est là où on va faire intervenir l'identifiant d'accessibilité pour retrouver les éléments. Donc on va essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Donc le UI application pour récupérer le proxy de l'application. Et ensuite, vous avez des API pour faire des queries sur l'interface de l'application. Donc ça va renvoyer la liste des tab bars, les boutons dans cette liste-là, et on peut la récupérer avec son libellé. Donc là, ce n'est pas terrible pour l'accessibilité, pour la localisation, pardon. Et ensuite, on fait l'action. L'autre solution, c'est d'utiliser des queries avec les identifiants. Donc là, on a la possibilité, en utilisant l'identifiant, d'être indépendant de la traduction de votre appli. C'est un peu plus robuste dans le temps. Et une fois qu'on a fait ces petites modifs, donc ça c'est le test final.
Donc si vous voulez récupérer le projet pour jouer avec, il y a 3 branches qui correspondent chacune à un des états que je vous ai montrés. Donc pour dérouler les tests, c'est le même principe. L'onglet des tests, vous allez sur le test, et ensuite vous le déroulez directement, soit à partir de la palette, soit de façon unitaire, fonction par fonction. Donc là, évidemment, j'ai rajouté quelques assertions pour vérifier que les états changeaient bien, que j'avais ce que je voulais avoir. Alors, il y a des choses qui ne peuvent pas être testées, comme Touch ID, à moins que ça ait changé sur les toutes dernières versions, mais je ne crois pas. Il y a quelques éléments qu'on ne peut pas encore automatiser, mais en tout cas, si vous avez besoin, ne serait-ce que de générer vos captures d'écran pour le store, pensez à faire des tests et faire des screenshots au fil de l'eau, de façon à pouvoir générer automatiquement tout ça. Voilà, donc là, vous voyez, le test s'est déroulé, l'application s'est lancée, et ça peut tourner sur device ou sur le simulateur. Ouais. C'est possible de faire des tests avec du vrai touch et pas de la souris, justement? Oui, bien sûr. Tu le tournes sur un device, tu interagis avec le device, avec les gestes qui vont bien. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, il n'y a aucun problème. Tu peux simuler du squash de téléphone, simuler des... Oui, bien sûr, aucun problème. Voilà. Alors, on va essayer de finir avec une petite checklist. Pensez donc à tous ces points-là quand vous faites vos applis un peu en phase de design, parce que ça peut aider. Et donc, bon, des sujets que je n'ai pas abordés, c'est le contraste des couleurs. C'est un peu important. La mode du gris foncé sur gris clair, c'est pas terrible. C'est pas très accessible. Alors même s'il y a des fonctions dans le système pour changer le contraste, bon, essayez d'avoir déjà de base une interface acceptable. L'ordre de lecture, les polices dynamiques, surtout si vous avez des polices custom dans l'appli. Pensez aux descriptions des éléments. Structurez aussi vos tableaux. Si vous avez des tables avec des sections, pensez que chaque section a un titre et que c'est pratique pour les personnes qui utilisent VoiceOver. Elles utilisent ce qu'ils appellent le rotor. Et ça permet de passer d'une section à l'autre dans une table ou dans une page web ou sur une application. Donc utilisez bien les descriptions pour pouvoir naviguer dans les structures un peu longues. Ça peut être utile. Testez vos applications avec des scénarios tests et utilisez surtout les identifiants pour éviter les problèmes de localisation. À moins que vous localisiez les tests, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Vous avez une appli, et pensez aussi que votre appli, vous allez la vendre sur Internet, donc le site aussi va devoir être accessible. Ça, c'est un autre sujet, mais le web accessible, c'est important. Et pensez aussi que si votre application est hybride, vous allez sûrement devoir mélanger un peu des techno-web et des techno-natifs pour l'accessibilité de l'appli. Et là, je ne connais pas du tout. Je ne pourrais pas vous expliquer comment ça marche. Excusez-moi, juste pour vous dire, vous pourrez aller déjeuner de l'autre côté. Super, Voilà. merci beaucoup. Quelques ressources. Voilà, le point d'entrée de base. Allez visiter la partie publique du site d'Apple qui décrit un peu tous les outils d'accessibilité. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses que ce que j'ai raconté. Notamment, vous pouvez par exemple piloter votre téléphone avec des mouvements de tête et juste pour naviguer dans l'interface. Et les personnes qui ont vraiment des problèmes moteurs, elles ont des gros boutons qui permettent de simuler le tap sur l'écran. Donc c'est une façon, ça peut être un moyen pour des personnes qui travaillent sur des engins de piloter votre appli de cette façon-là. Et les API développeurs qui sont évidemment ici. Le petit tuto de Ray Wenderlich qui est pas mal, ça fait une petite introduction sympa. Et Oxitude, c'est un site et un podcast qui parlent d'actu autour de l'accessibilité. Donc il y a pas mal d'infos là-dessus. Et c'est eux qui s'amusent à se lâcher un peu les applis de temps en temps. Quelques comptes sur Twitter aussi. Voilà. Bon, les éditeurs, ils ont quasiment tous, sauf Apple, un compte dédié à l'accessibilité. Microsoft, Adobe, IBM. Vous avez aussi Access42, qui est une société associative française qui fait pas mal d'accessibilité et qui est plutôt active sur le domaine. Et puis voilà, si vous avez des questions-réponses. J'en ai quelques-unes. Ah, vas-y. Il y avait une excellente présentation de Mathias Retter, le gars qui bosse sur MindNode. Oui. Il a fait une présentation vraiment l'année dernière, il l'a refaite dans d'autres conférences, qui est intéressante parce qu'en fait, ils montrent vraiment dans la profondeur de ce qu'ils ont fait pour l'accessibilité. Et c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps. Oui. Parce que ce que tu montres, c'est un peu la surface. Ah oui, c'est très... Quand tu commences à rentrer dedans, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux ou que tu dois faire en fait, si tu veux vraiment répondre
aux besoins. Alors c'est vrai que c'est un super sujet parce que tu as le côté bénéfice pour les tests, qui est vraiment important, parce que les tests unitaires en interface, c'est un peu la galère. Il y a encore des petits sujets qui sont embêtants, genre on ne peut pas vraiment savoir si on est arrivé en bas d'une liste, choses comme ça. Non, il faut aller inspecter et puis regarder la visibilité des éléments. C'est pas génial. Mais bon, c'est voilà. déjà mieux que rien du tout. Et par contre, il y a un truc dont tu n'as pas parlé, je ne sais plus si il y a le mode nuit aussi. Oui. Ah oui, alors ouais, ça c'est vrai, j'avais fait une petite vidéo sur YouTube là-dessus. Maintenant, il y a un mode nuit enfin, un mode nuit. Non, c'est pas un mode nuit. C'est le mode inversion vidéo en fait. C'est le mode négatif qu'on avait sur iOS jusqu'à l'an dernier. Et maintenant, ils essayent de rendre ça un petit peu smart. C'est-à-dire que ça inverse les couleurs, sauf les images. Donc si vous avez des images, par contre je ne connais pas l'API qui permet de contrôler ça, mais il y a moyen de déclarer des éléments comme étant non modifiables. Et dans ce cas-là, vous pouvez effectivement avoir un pseudo mode nuit sur votre téléphone qui assombrit toute l'interface. C'est assez facile à faire. Vous pouvez le configurer, alors j'en ai pas parlé, mais si vous faites un triple tap sur le bouton d'accueil, je n'ai pas encore un iPhone 10, vous avez un menu que vous pouvez configurer et là-dessus vous pouvez activer à la demande les fonctions d'Assistive Touch, de VoiceOver, la loupe et l'inversion intelligente. Et l'inversion intelligente, d'un coup, tout bascule en noir. Mais par contre, si je regarde les icônes, le fond d'écran, là par contre ça n'a pas été inversé. Ça c'est effectivement une fonction sympa. Pour les personnes daltoniennes, il y a aussi des filtres. Alors, c'est ballot, parce qu'on peut pas quand on fait un enregistrement d'écran, ça se voit pas. Mais vous pouvez activer des filtres pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Et ça va changer les couleurs à la volée pour que ça soit plus lisible pour elles. Donc si votre appli n'est pas adaptée aux daltoniens, le système peut s'en occuper. Essayez d'y penser quand même un peu avant. Et par contre, il y a un truc que je me demandais, sur les contrôles standards, genre les switches et les steppers et tout ça, sur la lecture, elle est pourrie, Oui. il y a un crevement, deux crevements. Oui. Oui. Tu as moyen de le contrôler ça? Non, je pense qu'il faut refaire son propre... Non, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. La seule chose que tu... Oui, c'est du natif. Donc soit tu te fais tes propres widgets avec des gestes ou des choses comme ça, ou tu supportes ça. Bon après, là, ça a l'air super lent. Moi, j'ai mis une voix avec un rythme posé. Une personne aveugle qui utilise son téléphone, ils sont en 2x, 3x, voire plus. Et des fois, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'ils font, quoi. Et j'avais vu un Américain qui avait fait une presse de comment il utilisait son téléphone. Je ne comprenais rien de ce que le téléphone racontait, quoi. Et lui, il était là, il naviguait sur son interface, comme toi, quand tu regardes l'écran. Ils ont l'habitude, parce qu'il y avait un développeur américain de chez Microsoft, je crois, qui avait fait une presse aussi sur comment il développe mais qui est aveugle. Oui. Et en fait, le truc lit son code à une vitesse que tu ne peux pas comprendre. C'est ça. Sauf que lui, le cerveau qui est entraîné, il le comprend. Et donc, il arrive à se retrouver. Bon, avec de l'entraînement, on arrive à comprendre en accélérant, mais je ne vais pas aussi vite qu'eux. Et c'est un sacré boulot. Rien que pour les dynamic threads, tout ce qui est les fontes, les tailles de fontes, c'est chiant à implémenter. C'est chiant. Du custom. Ouais. Il faut vraiment, si on ne veut pas se casser la tête, il faut rester sur les polices du système et pas bouger de ça. Sinon, effectivement, c'est beaucoup de boulot. Ouais, mais même quand tu as, un changement dynamique, il faut aller y répondre si Oui. tu fais du custom. Oui. Ce que fait l'OS pour toi d'habitude, tu es obligé de l'implémenter quand même. Donc il y a pas mal de travail en fait. Non, c'est. Puis ça peut casser le layout de ton appli. C'est à prendre en compte. D'ailleurs, il y a plein d'applis, même d'Apple, où le changement de taille est pris en compte, mais plus contraint. Ils font leur petite cuisine pour pas que ça rentre. J'ai pas vu, je ne me rappelle pas avoir vu en début, si tu as des stats sur le nombre d'utilisateurs justement. J'aimerais bien avoir des vraies stats, mais j'ai vu passer des chiffres sur un article il n'y a pas très longtemps, et on dit, si on sort des technos VoiceOver, lecteur d'écran et compagnie, en gros, l'accessibilité, ça concerne entre 20 et 25% de la population. Donc c'est quand même pas un petit marché. Il faut vraiment arrêter de voir ça comme une niche et un marché qu'on adresse quand on a le temps. Voilà. Ouais. C'est pas juste les aveugles, c'est pas juste les personnes qui sont en fauteuil, c'est vraiment beaucoup plus de gens que ça. Et rien que les daltoniens et les gens qui ont des problèmes de vue, rien qu'adresser ça, c'est déjà important. Pour les daltoniens, oui. 6% de la population.
Je crois que c'est 8% en France et c'est 8% aux US et 10% en France ou l'inverse, je ne sais plus. Bah, il y a des couleurs qui ne sont pas différenciables. Alors, il y a des applis qui permettent de simuler ça très facilement et qui appliquent des filtres sur l'appareil photo. Je ne sais pas si je l'ai installé encore. Ouais. Ouais, c'est chaud. Mais ils arrivent à mapper. Par contre, moi, j'avais des collègues daltoniens et je garantis que les couleurs qu'ils utilisaient pour configurer leur terminal et des choses comme ça, moi, ça me piquait les yeux, quoi. C'était genre du violet avec du vert ou des choses comme ça. Mais pour eux, c'est nickel. Enfin, non, c'est pas forcément pénalisant, mais si on a des couleurs qui sont proches, si on utilise la couleur pour porter une information, là, c'est un problème. La couleur, ça ne doit pas être le seul canal pour porter une info. Même les 3 pastilles de couleurs en haut des fenêtres du Mac là, pour fermer, agrandir et zoomer, la couleur, ce n'est pas le seul élément. Quand on met la souris dessus, il y a un glyphe qui apparaît. Il faut penser à ça. C'est un détail. C'est vrai que ça ne concerne pas tout le monde. Mais il y a des applis qui permettent de simuler ça, soit sur ordi. Ça applique un filtre Quartz sur l'écran du Mac. Et vous pouvez voir, comme si vous étiez daltonien, l'impact de votre design avec les différentes variantes de daltonisme, parce qu'il y en a plein. Ou alors, il y a des simulateurs sur l'appareil photo. Ça fait une petite caméra. Vous regardez votre design avec la caméra et ça vous donne le rendu correspondant. Mais oui, c'est un truc à adresser, surtout pour les problèmes de contraste de couleur. Faire attention à ne pas tomber dans l'excès et changer le rouge en vert, par exemple. Non. Le daltonien est habitué à voir le rouge qu'on voit communément. Oui. Non, le but, c'est pas de changer la symbolique pour tout le monde. Non. Il faut juste penser que la couleur, il y a des gens qui voient en noir et blanc et que c'est un problème à adresser, c'est tout. C'est pas dramatique. Souvent, on peut s'en sortir juste avec des thèmes dans l'appli. Il y a un système de thèmes dans l'OS. Bon, c'est pas toujours super bien fait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont joué avec. Les appearance proxy, des choses comme ça, non ? Ouais, c'est pas super bien documenté. Ça a un peu changé avec Swift en plus. Et c'est pas super complet. Ouais. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Ça peut être parce que le problème, c'est que tu sais jamais vraiment trop comment ça va marcher. Une question, du coup, par rapport à la partie, on va dire, checklist, hein. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit systématiquement mettre aux yeux du développeur? Parce qu'en tant que designer, quand on fait des designs d'application, on ne pense pas toujours à tous ces paramètres. Est-ce que du coup, on doit inclure ça dès la phase de la conception? Je pense que oui. D'écriture des spécifications fonctionnelles, pour justement que le dev puisse l'appliquer. Parce que le développeur, bon, lui, on lui fournit des maquettes, hop, il code le truc et puis il livre. Voilà. Ouais, moi je travaille pas trop comme ça. Je ne pense pas que... par exemple, si on prend tout simplement l'ordre d'accès aux informations sur l'interface, si on n'a pas précisé au dev dans la spécification fonctionnelle que le premier élément, c'est on va dire le titre, et puis le prix, et puis on prend la photo. Alors, on peut le spécifier. Il y a aussi des normes françaises et européennes. Et là-dessus, j'ai les références dans la presse. Vous aurez les liens avec le PDF. Il y a un repo Git où tout ça est mis à disposition. Donc il y a des normes qu'on peut suivre pour les sites, pour les applis mobiles, pour les applis desktop. Donc il y a vraiment des règles à suivre. Ça, c'est les normes du W3. En France, on appelle ça le RGAA. RGAA, il me semble. Je suis fâché avec les acronymes. Mais oui, c'est à prendre en compte. Non, pour moi, c'est pour tout le monde. Il y a des cahiers de spec qui sont dédiés aux applis mobiles sur leur repos, il n'y a pas de problème. Donc du coup, est-ce qu'on inclut la réflexion sur toutes ces notions d'accessibilité aussi bien dans le design, à tous les étages. Et donc du coup,
c'est à nous d'imposer ça aux développeurs, en quelque sorte. Et aux développeurs de l'imposer aux designers. J'ai plus ce problème-là de mon côté. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est aux designers et aux concepteurs d'imposer ça aux développeurs. Non. Le développeur, il développe son truc. Ça dépend de la personne qu'on a. Moi, j'ai pas l'impression que les développeurs prennent en compte ces notions-là si on ne leur dit pas. Oui. Aujourd'hui, c'est pas une prise de conscience automatique. Après, ça dépend des secteurs d'activité. Mais moi, je travaille avec des designers. Ils ont été sensibilisés, mais malgré tout, on est toujours derrière quand on revoit les designs. Alors, respécifier. Hein, vous êtes sûr que le contraste des couleurs, il est bien là? Vous avez pensé à l'accessibilité de votre widget de date, picker au clavier? Alors, des fois, on arrive à les faire changer. C'est quand même des clients, mais souvent, non. Un date picker, c'est bien d'avoir un date picker, la grille de calendrier, les flèches pour se balader. Mais une personne aveugle, il n'en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est taper sa date au clavier, ça ira 10 fois plus vite. Et si on ne prévoit pas cette option-là, l'ergonomie de l'appli, elle s'en ressent. Il faut que chaque étage soit conscient du problème et chacun a ses propres problématiques. En tant que dev, on va plus vouloir tester sa UI. En tant que designer, on va vouloir faire quelque chose de joli. Et puis, au milieu, il faut trouver quelque chose qui satisfasse aussi le public qu'on vise pour ne pas se mettre des utilisateurs à dos. Il y a 3 semaines, 2 semaines, je ne sais plus, j'ai vu passer un article, il y a quelqu'un en Belgique, il a poursuivi sa banque parce qu'ils ont fait une mise à jour de leur appli mobile. Et leur appli mobile, elle n'était plus accessible. Il a eu des dommages et intérêts parce qu'il n'avait plus accès, ça a été vu comme une discrimination vis-à-vis de lui. Donc, c'est une banque, hein, ce n'est pas un service public, donc c'est des choses qui commencent à se faire. Il n'y a pas de class action en France, pas directement en tout cas par les individus. Je crois que c'est que les ASOC ou les groupes de consommateurs validés qui peuvent faire ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver de plus en plus. Et puis, les médias sociaux, tout ça, ça permet de mettre de la pression sur les éditeurs pour qu'ils rendent leurs applis le plus accessibles possible. Donc, oui, il y a une prise de conscience qui se fait en tout cas. Il y a de plus en plus de législation et, en tout cas, sûrement pas dans toutes les activités, mais les devs commencent à s'en rendre compte que c'est utile. Sur le web, c'est vrai qu'on n'a pas la même problématique parce qu'une page web, on n'a pas besoin d'accessibilité pour pouvoir la tester. Mais sur mobile, sur iOS, pour tester sa UI, on a besoin que l'appli soit accessible. Sur Android, c'est un peu pareil. Je ne sais pas au niveau du test comment ça peut marcher. Je ne sais pas du tout, mais je sais qu'il y a des lecteurs écran. Hein. Il y a un lecteur écran qui est fourni en standard avec Android. Il y a moyen d'avoir des applis accessibles aussi sur mobile. Et il faut vraiment penser que le mobile, c'est vraiment l'ordinateur de demain et d'aujourd'hui. Donc c'est là-dessus que les gens travaillent. Ce n'est pas par hasard que les parts de marché des lecteurs d'écran sur desktop se ratatinent un petit peu, quoi. En tout cas, les offres payantes disparaissent. JAWS a vachement perdu en part de marché. C'est aussi parce qu'il y a VoiceOver en standard sur le Mac, il y a aussi le lecteur d'écran de Windows qui s'est amélioré. Donc c'est devenu utilisable. Enfin, je n'irai pas jusque-là, mais je ne m'en sers pas. Mais en tout cas, ça commence à devenir mieux. Et pour le coup, tout ce qui est solution tierce perd un petit peu. Mais sur mobile, c'est moins facile. C'est vraiment lié à l'OS. Donc là, il faut vraiment s'en occuper avec les API proposés par l'éditeur. On n'a pas le choix. D'autres questions? D'autres questions? Oui. J'aimais beaucoup les présentations vidéo. Oui. Ça a été fait avec quoi en fait? Bonne question. C'est vachement bien fait. Je pense que j'ai juste lancé QuickTime et enregistré l'écran. Je pense pas avoir utilisé. D'habitude, j'utilise ScreenFlow, mais là, juste pour capturer l'écran, j'ai pas fait de montage, j'ai rien fait du tout. J'ai juste lancé QuickTime et enregistré l'écran. Très agréable pour lire le code, sans zoomer. Ouais, ça, j'ai peut-être fait ça avec ScreenFlow par contre. Pour zoomer dans la. Les effets de zoom, tout ça. Ouais, ça c'est ScreenFlow. Je peux pas faire ça avec QuickTime. C'est quand même pas la même chose. Voilà, je vous mettrai le PDF. Donc, dans le PDF, il y a pas mal de liens supplémentaires avec des références et des articles. Donc, il y a un peu plus d'infos. Voilà. Merci beaucoup.